institut universitaire de technologie. Notre institut universitaire de technologie a pour, on va dire, vocation évidemment de former des jeunes à des diplômes professionnalisants pour à insertion immédiate en entreprise. Et donc, nous sommes, on va dire, naturellement un carrefour entre plusieurs thématiques. La thématique sur la formation, la thématique en lien avec le tissu industriel local, la thématique aussi sur la technologie innovante. Et puis aussi, nous avons beaucoup de spécialités. Nous avons 7 spécialités: informatique, génie mécanique et productique, sciences et génie des matériaux, mesures physiques, génie industriel et informatique. Voilà. Et donc, notre Fab Lab, comme tous les Fab Labs, a souhaité créer un outil sociétal innovant dans la mesure où c'est un outil décloisonnant. Et on a voulu faire du décloisonnement sur l'ensemble de tous les axes que je vous ai présentés, c'est-à-dire la formation, les entreprises, la techno innovante et aussi nos diverses spécialités. Donc ce projet de Fab Lab, ça a été un projet structurant en interne, mais on a aussi voulu proposer un projet structurant sur l'extérieur, de telle sorte que selon chacun de ces 4 axes, nous puissions créer un décloisonnement avec les populations et les spécialités directement liées à ces 4 axes. Notamment sur l'axe de la formation, on a voulu créer un décloisonnement avec les lycées, puisque nos jeunes qui rentrent dans notre formation, ce sont les lycéens. On a aussi voulu créer du décloisonnement avec l'université, puisqu'il y a certains de nos jeunes qui continuent leurs études à l'université. Après, selon l'axe des entreprises, le décloisonnement, on a voulu le créer aussi de telle sorte que les jeunes puissent plus facilement s'insérer dans le monde professionnel et qui tombe une espèce de barrière naturelle, on va dire, où les jeunes ont du mal en fait à aller vers le monde professionnel parce que ça leur fait un petit peu peur, ils ne connaissent pas très bien. Donc on a voulu créer un lieu de décloisonnement là-dessus. On a voulu aussi créer du décloisonnement en technologie innovante, c'est-à-dire que les idées qu'on peut développer dans notre IUT, on veut les mettre au Fab Lab. Et au Fab Lab, on veut aussi que les extérieurs puissent venir voir qu'est-ce qui est innovant ici à l'IUT. Et puis aussi, tout ce qui est en termes de spécialité, on a voulu créer du décloisonnement de spécialités. Notamment, ça nous a rapprochés de nos partenaires en business, par exemple, ou bien on a même été en contact avec des architectes, enfin des étudiants architectes, et puis aussi des étudiants d'une formation plus business, puisque vous savez que la démarche aussi dans un Fab Lab, c'est de créer des prototypes, et créer des prototypes, c'est le premier objet en vue de développer ensuite une start-up, et évidemment, dans un Fab Lab, on crée des prototypes. Voilà, et donc, plus particulièrement maintenant sur le projet Robot in Move, eh bien, on va vous expliquer pourquoi ce projet, dans notre Fab Lab, a représenté quelque chose d'important en termes de dynamique et d'éthique selon les axes que je vous ai décrits. Bonjour. Il marche, ouais. Il marche ou il marche pas ? Oui, donc l'objectif c'était de mener à bien un projet collaboratif et donc on est parti sur le robot in Move. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un robot qui est aujourd'hui en open source, qui a été créé par Gaël Langevin en 2012. Donc c'est un projet qui est excessivement bien documenté. On a à la fois des tutoriaux, des vidéos, on va avoir tous les fichiers de toutes les pièces, comment les monter, comment choisir aussi les composants, que ce soit les moteurs, les Arduino et choses comme ça. Et aussi l'avantage de ce... Donc l'objectif c'est bien de construire un robot. Et donc qui dit robot dit multi-technologie, que ce soit l'impression 3D, l'électronique derrière. Donc c'est aussi ça qui nous intéressait dans ce projet, c'est avoir d'une part quelque chose de ludique et d'autre part multi-compétences. Et ensuite on se dit qu'une fois le projet fini, il a des potentiels hors de nos murs, soit dans les événements, soit peut-être à titre sociétal, d'intégration de jeunes, à voir par la suite ce qu'on pourra en faire. Donc le principe du robot, du projet, parce que finalement le robot c'est le produit sur lequel on va réaliser ce projet de travail collaboratif. Donc c'est un projet ouvert à tous, dans lequel on va essayer de faire collaborer des gens, fédérer des gens autour d'un produit, aussi de responsabiliser les acteurs, et aussi, comme le disait Claire tout à l'heure,
l'apprentissage par le faire. C'est valoriser au travers du savoir-faire des personnes, d'une réalisation concrète, de se dire on est capable de le faire. Donc on est parti sur ce sujet-là en début d'année. On a lancé officiellement le projet le 25 janvier 2016. C'est moi. Alors, en termes de démarche, on est parti sur l'agilité. L'agilité, l'idée, c'est se dire, voilà, on va rentrer dans une démarche dynamique avec, là, dans ce cas-là, un espace dédié. Donc là, on a une photo de notre Fab Lab, un espace dédié au projet dans lequel les gens qui vont travailler dessus vont pouvoir se retrouver et fabriquer le robot. On va aussi avoir des règles, puisqu'on part du principe qu'on va travailler ensemble, donc il faut aussi respecter un certain nombre de règles autour du projet en termes de consommation, d'organisation et de travail avec les autres. On va aussi donc proposer un découpage des tâches, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que sur le site web de Gaël Langevin, on a énormément de docs qui nous permettent de constituer pas à pas le robot en termes d'impression, en termes de connectique, en termes de programmation. Et l'idée, c'est de faire un travail préalable pour découper et afficher ces tâches au travers de ce tableau des tâches. Donc c'est un tableau des tâches tout simple, on a 3 colonnes, c'est à faire, en cours, terminé. Et l'idée, c'est que chaque participant va s'inscrire à une liste donc, de participation et ensuite va récupérer ces tâches de manière forcément par ordre de priorité, va s'affecter cette tâche, donc il va passer finalement de la classe à faire à en cours, va pouvoir aussi le partager avec ses collaborateurs, avec ceux avec qui il travaille. Donc les gens vont pouvoir voir où en est l'état du robot et les tâches qui restent à faire. Et ensuite, la personne donc, qui s'est affectée la tâche doit mener à bien la tâche jusqu'au bout. Et ensuite, donc, effectivement, quand il a terminé cette tâche, le mettre dans la colonne terminée. Donc là, typiquement, ce qu'on voit au niveau du PowerPoint, c'est que là, vous avez sur la partie 1 donc du bras qu'on voit ici, l'origine. À l'origine, on avait toutes les tâches dans la colonne à faire. Et ensuite, on voit l'avancement du projet. Donc au fur et à mesure, vous voyez, on balaye donc, par l'eau. Donc on est parti, on a commencé par l'avant-bras, ici. Ensuite, on est parti sur la main. Et au fur et à mesure, on va fabriquer de manière incrémentale et itérative ce bras. Et l'objectif, c'est de réaliser au fur et à mesure que l'équipe voit l'avancement du projet et voit la concrétisation du projet. Et éviter de se lancer sur X réalisations, tiens, je vais faire un bout de bras là, je vais faire un bout de tête, etc. Et finalement, à la fin, au bout de X mois, avoir rien finalement, avoir des bouts de machin à droite et à gauche, mais sans réalisation concrète. Donc avec cette technique agile, on va dire, on arrive à faire de l'incrémental, donc on va construire à fur et à mesure le robot. Donc on va partir sur un bras, ensuite sur le second bras, le torse, le robot, etc. Enfin la tête, etc., etc. Et de manière itérative, c'est-à-dire qu'on va reproduire le même schéma systématiquement en termes de construction, en termes de répartition des tâches, d'affectation, etc., etc. Oui. Donc je te laisse la parole pour dire... Oui. Alors bonjour, moi je suis Léo Zafar, je suis le Fab Manager du Fab Lab de Cohabit. Donc moi mon rôle là-dedans c'est principalement de pouvoir former les jeunes là-dessus, former les gens qui veulent travailler là-dessus parce qu'on n'est pas que sur des jeunes aussi, on est sur des particuliers, en fait il y a tout le monde, que ce soit toute la communauté, que ce soit des étudiants, des personnes en difficulté, des particuliers ou des retraités. Et moi je vais former donc ces personnes-là sur l'impression 3D parce qu'il faut savoir que ce robot-là il est principalement imprimé en 3D, donc l'impression 3D il faut forcément maîtriser un minimum. Donc ce robot-là, on a eu plusieurs soucis avec, parce qu'il faut savoir que voilà, c'est un projet open source, et dans les projets open source, on a souvent des obstacles qui nous empêchent d'arriver jusqu'au bout. Et donc ces obstacles-là, on va arriver à les modifier ensemble et à imaginer comment est-ce qu'on pourrait arriver à les modifier par la suite. Donc le premier obstacle qu'on a eu, c'est que si vous voyez à l'intérieur du bras, nous avons ici des câbles qui nous permettent donc du coup d'animer la main une fois fini, donc de faire toutes les articulations. C'est la même chose que ce que vous avez vous dans vos bras actuellement avec vos tendons. Et le souci, c'est qu'on avait pris des câbles qui étaient du fil de pêche. Le problème du fil de pêche, c'est qu'il a tendance
à s'étirer et à un moment de casser, donc il n'était pas assez costaud. Donc du coup on a pris du fil de pêche qui était plus résistant et ainsi pouvoir réussir à faire des choses de meilleurs résultats. Ensuite on avait un autre souci qui était au niveau des moteurs. Donc vous voyez la grosse partie qui se trouve là qui sont donc du coup les moteurs qui animent tous les doigts. Ces moteurs-là, ils sont fixés sur une base qui est donc pareil imprimée en 3D. Et on a eu beaucoup de soucis avec cette pièce. On l'a refaite 12 fois. Voilà, je ne sais pas ce que vous imaginez, 12 fois, c'est un peu décourageant. Mais on y est arrivé. Le principe, c'est qu'il fallait reprendre la pièce, la remodifier de façon à la faire plus solide, plus résistante et arriver à réfléchir autour de cette pièce pour pourquoi est-ce qu'elle casse, où est-ce qu'elle casse. Et ensuite, arriver à résoudre ce problème. Après on avait donc du coup le design des anneaux de maintien des fils, donc pareil au niveau des moteurs on a dessus sur chaque axe des moteurs une petite pièce imprimée en 3D qui permet ensuite de maintenir le fil sur ce moteur là et le problème de cette pièce là c'est que nos fils ils partaient, enfin ils se détachaient du moteur et donc du coup voilà on avait encore des soucis, donc pareil on a dû remodifier, rajouter des petits anneaux qui nous permettent de maintenir le fil bien comme il faut et donc du pouvoir par la suite avoir un mouvement fluide et parfait quoi, voilà tout simplement. Après au niveau des participants, on a 12 participants pour le moment. Ça avance assez lentement parce que voilà on a eu plusieurs soucis qui découragent un petit peu les troupes, mais on est là aussi pour booster tout ça. Et ce robot-là, on va pouvoir réussir à le finir tous ensemble, sachant qu'on travaille aussi avec des élèves d'un lycée, donc le lycée Kessler qui se trouve à Bordeaux, où eux travaillent en fait sur le deuxième bras, parce que nous on travaille sur un bras, le lycée travaille sur un autre bras, après on rejoint le travail de chacun et ensuite on continue par la suite à se donner des tâches comme ça et c'est du travail d'équipe. Au niveau du budget, pour le bras, on en est à 500 € environ, donc voilà, donc ça demande des moyens aussi. Et donc par la suite, voir un petit peu la construction. Oui, je voulais rebondir aussi sur les participants. En fait, l'idée, c'est comme tout à l'heure, je disais que c'était ouvert à tous. Ça veut dire ouvert à tous, sauf aux makers, en fait. Aujourd'hui, les participants, c'est des jeunes émissions locales, des lycéens, des étudiants, des adhérents qui veulent aussi se former en impression 3D. Par contre, on n'a aucun de nos makers qui participe au projet. D'où les raisons du retard, par exemple, du planning, des obstacles qui ont été rencontrés. Donc en fait, tout ça aussi, il faut le voir, c'est des obstacles qu'on a besoin aussi de nous, en tant que Léo, doit animer, fédérer ces jeunes, donc les remotiver, parce que généralement, après un obstacle, 2 obstacles, ils sont totalement démotivés, pour les remotiver, pour qu'ils reprennent confiance en eux, pour avancer sur le bras. Donc voilà, c'est aussi faire, donc tout à l'heure on parlait de décloisonnement, c'est de faire travailler à la fois des étudiants, des adhérents et des jeunes sur un même projet. Donc décloisonner ces différents milieux, ces différentes compétences, et ensuite créer une dynamique autour de ce projet pour arriver au terme. Oui, voilà, en fait, c'est une école de la vie, parce que dans la vie, on a un projet, et quand on a un projet, on a toujours des difficultés, et il faut savoir surmonter ces difficultés. Après, dans la vie aussi, on a toujours du travail d'équipe à faire, donc il faut savoir travailler en équipe. Et donc, tout projet se construit pas à pas, et donc, en fait, voilà, c'est un projet collaboratif, école de vie. Donc là, on a repris un petit peu des petites photos de l'avancée du projet. Donc on peut voir un petit peu tous les participants. Donc là, on est vraiment... donc ça, c'est la partie du bras qui est là, qui a été fait par nos stagiaires ou jeunes. Et ici, nous avons donc la réalisation de l'équipe, donc du lycée Kessler. Donc on a la chance de travailler avec eux. Donc on a externalisé, entre guillemets, le second bras. Et donc on travaille avec un enseignant, une enseignante plus particulièrement, donc avec ses élèves de seconde sur la réalisation du second bras. En termes de bilan de l'expérience, puisqu'on est en Fab Lab, donc on a besoin d'expérimenter pour voir si finalement des démarches de collaboration, de travail sur ce type de démarche dite agile, puisque aussi on teste l'agilité, ces nouvelles approches en fait de gestion de projet auprès de nos jeunes et moins jeunes.
Ce qu'on se voit aujourd'hui, c'est qu'il y a des vrais bénéfices sur ce type de projet collaboratif. C'est d'une part développement des compétences, ce qu'on se disait, monter en compétences sur de l'impression, sur de l'Arduino, même sur le tirage de fil ou sur du ponçage même tout simplement. Le gain en autonomie, puisque du coup on essaye, donc Léo les accompagne, mais pour lever les obstacles, mais en aucun cas pour faire. Donc du coup, ils apprennent à travailler seuls ou avec leur équipe pour justement avancer et concrétiser le projet. Et une confiance en soi, puisque du coup c'est l'apprentissage par le faire, comme le disait Claire, c'est que du coup on a un résultat, il est visible, il est tangible, il est physique, on peut le présenter, on peut en parler, et du coup on se dit qu'on est capable de faire quelque chose de ses mains. Le décloisonnement des individus aussi, comme on en a parlé aussi, c'est de faire travailler des gens qui viennent pas forcément du même milieu, qui n'ont pas forcément les mêmes objectifs ou les mêmes passions, finalement de créer une dynamique autour d'un projet, les faire collaborer, les faire partager, échanger. Et ça les motive. Là, c'est la motivation, c'est qu'on ne fait pas pour rien finalement, parce que derrière, il y a un but, il y a un objectif, c'est de faire ce robot pour pouvoir l'utiliser à des bonnes fins. Bon, par contre, en termes de difficultés, on le voit aujourd'hui, à l'origine, on aurait souhaité présenter un robot quasi finalisé. Et vous voyez, on en est très très loin. C'est qu'on a un manque de stabilité de l'équipe. C'est que comme c'est un projet qui est ouvert à tous, on est vraiment en mode open bar, les gens ils viennent et ils repartent. Donc il y a des gens qui sont venus au mois de février, qu'on a revu 3 mois après. Donc on perd en dynamique. Ce que disait tout à l'heure Léo, c'est qu'effectivement en cas d'obstacle, il y a un découragement réel des personnes. Il faut pouvoir les retirer pour repartir sur la construction. Ça nécessite un animateur, comme tout projet, ça nécessite un facilitateur, ça nécessite qu'une personne soit là pour les accompagner. Aujourd'hui, c'est indispensable. Et comme vous le savez, dans les Fab Labs, on est amené à faire énormément de choses, donc on n'a pas forcément une personne dédiée au projet. Et ça nécessite une organisation préalable. Il faut vraiment identifier les tâches, bien s'assurer que tout est clair auprès des participants. Tu voulais rajouter quelque chose ? Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est une école de la vie, mais c'est aussi finalement une école sur ce qui se passe dans une entreprise. Une entreprise, elle a un objectif. Cet objectif, elle doit mobiliser ses équipes et les équipes doivent être solidaires pour que l'objectif de l'entreprise puisse réussir. Donc voilà, toute la philosophie un petit peu qu'il y a derrière ce projet. En termes aussi, pour les jeunes, ils ont un réel besoin de prendre confiance en eux. Et comme le disait Nicolas, on travaille sur l'ensemble de tous les axes qui ont été décrits et on espère que ce projet va continuer à réellement, concrètement sur le terrain, produire les effets un petit peu philosophiques que l'on recherche. Après, pas de souci, vous pouvez venir voir ici le bras, où on peut le faire passer. Vous n'êtes pas très nombreux, c'est peut-être l'avantage. On peut le faire passer. Et puis après, on peut aussi, si vous avez des questions, qu'est-ce qui vous intéresse, et développer comme vous voulez. Après, si on a encore 5 minutes, comme je disais tout à l'heure, c'est que c'est un projet collaboratif, donc on a besoin aussi des idées des autres, parce que je pense qu'on n'a pas la science infuse. Donc si vous avez des idées, si vous avez travaillé sur des projets collaboratifs de ce style-là, si vous avez mis des bonnes pratiques qui nous permettent d'aller plus vite ou du moins mieux faire pour pouvoir arriver à l'objectif ultime d'avoir un vrai produit fini, on peut créer l'échange et le débat. En fait, on vous prend comme collaborateur, là, vous voyez, pour notre projet. Donc, vous qui êtes venus ici, c'est que ça vous intéressait. Donc, qu'est-ce qui vous a intéressé et en quoi vous pouvez nous aider pour avancer dans notre projet ? Merci beaucoup. Je ne sais pas si j'ai des réponses à vous apporter. Oui ? Oui, d'accord, ok, pas de problème. Alors, j'ai plus des questions à vous poser, mais ça peut peut-être vous faire avancer aussi, et puis moi, ça m'aidera à avancer également.
La première question que je me pose, c'est le projet que vous nous avez présenté, c'est pour l'instant votre premier projet dans votre Fab Lab ou vous en avez d'autres? Il y en a plein d'autres, ouais, c'était juste un exemple de ce que vous faites. Et donc, les jeunes que vous agrégez autour de ce projet-là, vous dites vous avez un problème parce que il y en a qui viennent, qui repartent. Je voudrais savoir comment vous les faites venir, enfin, pourquoi ils viennent? Comment vous faites de la pub, vous faites de la communication autour de ça? Comment ils sont sélectionnés? Je ne sais pas comment ça marche, vous ne l'avez pas expliqué, j'aimerais savoir. Merci. Bah, globalement, nous, sur le Fab Lab, on a une politique générale de développement et de recherche de personnes qui sont intéressées par l'ensemble de toutes nos activités. Et comme je vous ai dit, on a différents pôles de personnes. Bah, tout ce qui est en lien avec les lycées et les collèges, tout ce qui est en lien même avec les missions locales, puisqu'on cherche aussi, via ce projet, réinsérer des jeunes qui sont en décrochage scolaire. Après, on a aussi nos étudiants de l'IUT qui sont présents. Après, on a aussi toute la partie entreprise. Pour vous dire, il y a même des entreprises qui ont un état d'esprit extrêmement innovant et qui viennent dans notre Fab Lab lorsqu'ils veulent recruter quelqu'un et en se disant mais la personne qui de toute façon est venue dans le Fab Lab, c'est quelqu'un qui est curieux et donc c'est quelqu'un qui est motivé, donc c'est éventuellement une personne comme ceci que je vais pouvoir recruter. Voilà, et après donc on essaie de travailler sur l'ensemble de toutes les personnes qui peuvent fréquenter notre Fab Lab. Je pense que tous les Fab Labs ont la même problématique. Et après, on avait fait pas mal aussi de pubs autour de... Parce que du coup, comme on a des étudiants sous la main, du coup, on a fait des flyers. Donc, on a été dans chaque département, on a distribué des flyers. Venez nous bosser. Après, on a sur notre site web, venez vous inscrire. Ensuite, comme disait Claire, au travers des missions locales, au travers des garanties jeunes, on fait la pub. Dès qu'il y a des jeunes, venez nous voir. Quand il y a on a aussi des stagiaires, des stages de troisième en observation. Parle-en à tes copains, etc. etc. Donc voilà, c'est comme ça aussi, c'est aussi par l'effet bouche à oreille, publicité, enfin on fait beaucoup de lobbying autour de ça. Bonjour, d'abord merci pour votre présentation très intéressante. Et comme vous, je considère que les problèmes qu'on rencontre, c'est justement c'est l'occasion d'apprendre comment les résoudre. Et c'est probablement l'objectif premier que vous devez avoir comme objectif, pas forcément à respecter le planning, mais surtout rencontrer des problèmes et réussir à les résoudre. Sinon, par rapport à votre problème, il y a des collaborateurs qui viennent mais qui repartent, est-ce que vous avez pensé à faire un site, sur le site, par exemple sur Facebook, avoir une page dédiée où ceux qui sont présents et même ceux qui sont absents peuvent participer? Par exemple, si quelqu'un il est là, il a un problème, il peut le poster. Et ceux qui étaient là avant, ils peuvent répondre, comment ils peuvent le résoudre, etc. Non, on ne l'a pas fait, parce qu'en fait, on n'y a pas pensé, déjà. Non, on a un blog, donc Antoine qui est ici présent nous a monté un petit blog où les gens peuvent voir l'évolution du travail. Ensuite, on a la chance, avec le Robot in Move, d'avoir une grosse communauté de makers qui travaillent sur le qui travaillent sur le robot, pardon. Donc du coup sur lesquels il y a effectivement déjà des échanges où on peut poster aussi des questions. Alors après c'est un site en anglais donc peut-être qu'aussi ça fait peut-être un blocage vis-à-vis des collaborateurs, des acteurs du projet. Donc voilà, c'est vrai que ce genre d'outil-là on n'y a pas encore pensé, c'est peut-être une piste pour avancer, pour avoir une trace voilà, des difficultés, des comment on a arrivé. Effectivement, on garde l'idée. Merci. À quoi ou à qui va servir le robot une fois terminé? Alors c'est une très bonne question. Déjà on va voir ce qu'on est capable de produire en termes de robotique. Est-ce que vraiment on aura un robot fini qui va pouvoir s'animer? Il faut vraiment déjà voir un petit peu le produit pour voir ensuite ses fonctionnalités finalement. Une fois qu'on aura ses fonctionnalités, on verra le besoin. Après moi je suis dans un mode, et je pense qu'on est tous là-dessus, c'est qu'on veut rendre heureux notre prochain. Donc voir comment on peut auprès de nos jeunes, toujours encore aussi, on a toujours cette approche pédagogique, comment auprès de nos jeunes, je sais qu'on est en lien aussi avec des associations autour de jeunes qui sont hospitalisés, peut-être, je dis peut-être, ça peut être une piste pour démystifier le robot et le présenter, pour avoir une sorte d'animation. Dans les hôpitaux on a des clowns, mais pourquoi pas des robots clowns, je ne sais pas. Voilà, ça peut être une piste.
qu'il y a génial au Fab Lab, c'est qu'on ne sait jamais trop parfois et qu'il y a une idée qui tout d'un coup pointe et c'est ça qui va être la bonne idée. Donc vous avez raison, pour l'instant on n'a pas encore d'idée, mais bonne question. On aime vos questions, messieurs, dames. Il y a déjà des applications, c'est déjà un super support pédagogique. Mais par exemple, la main, il y a quelqu'un qui s'appelle Nicolas Huchet qui a été amputé de la main à la suite d'un accident et qui a voulu faire sa prothèse lui-même et qui arrive à faire une prothèse alors qu'une prothèse de main, ça coûte dans les 30 000 à 50 000 euros. Lui, il a fait une prothèse qui coûte 300 euros à partir d'un Arduino et de la main de InMove. Donc il y a des applications. Ah oui, oui, des petits morceaux comme ça qu'on peut s'approprier, transposer éventuellement. Il s'est basé sur le système InMove pour faire sa main. Après, il a d'accord. externalisé tout ce Très qui bien. était les servomoteurs. Et là, ils sont en train de penser à un deuxième prototype. La main, maintenant, il y a une nouvelle version qui utilise plus des engrenages et plus des servomoteurs. Et bon, celle-ci, ils la font payer parce qu'ils ont du mal à avoir de l'argent qui rentre sur le projet InMove. Et lui, il est sans cesse en développement en fait, d'une main qui serait utile sur ok. tout ce qui est prothèse en Intéressant. fait. Et c'est basé sur le robot InMove en fait. Merci. Merci pour votre collaboration, monsieur. Bonjour, j'ai une question sur enfin triple en fait. La première, c'est sur la gestion du planning entre l'objectif de départ et qu'est-ce que vous êtes fixé comme objectif. La deuxième, qui est liée, c'est sur les référents. Qui sont les personnes qui suivent ce planning? Sont-elles suffisamment présentes et combien de temps elles restent dans le temps? Si c'est un projet qui va durer 3 ans, si la personne sera là 3 ans. Et la troisième question, c'est sur la capitalisation des connaissances. Comment fait-on pour que ce qui a été appris une fois puisse resservir aux autres et qu'elles s'appuient dessus pour pouvoir repartir sur cette connaissance? Alors, je vais commencer dans l'ordre. Alors, sur la gestion du planning. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'au début, on était hyper optimiste. Et on était parti sur une réalisation en 6 mois, parce qu'on s'est dit c'est quelque chose de fédérateur, c'est dynamisant, c'est un beau projet. On va attirer du monde. J'étais très optimiste. Après, moi je suis dans le développement de software, donc on a beaucoup de méthodes, dont la méthode agile, donc du Scrum en fait. J'utilise beaucoup de Scrum. Et pour qu'une méthode marche, il faut l'utiliser au complet, surtout le Scrum. Sauf que là, c'est parcellaire. Pardon, il faut prendre toutes les techniques en fait. On a un cadre, il faut respecter toutes les techniques. Sauf que là, la technique donc, du Scrum, on l'a prise que de manière parcellaire. Donc on a mis un tableau des tâches, on a mis un lieu, etc. Mais on n'a pas tout respecté parce qu'on n'a pas... On ne se voit pas tous les jours, par exemple. On n'a pas fédéré autour d'une réunion de 10 minutes pour poursuivre l'avancée, etc., etc. Parce qu'on n'a pas en capacité de le faire aujourd'hui, malheureusement. C'est qu'on a très peu de monde et on est beaucoup pris. Donc, du coup, c'est ce qui nous manque, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, du coup, forcément, on dérive. Et on dérive sur le planning. Après, on se dit, c'est pas grave. C'est pas ça la finalité, c'est vraiment la finalité, c'est de voir que les jeunes ont réussi à travailler ensemble, à se parler, à prendre confiance en eux. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'ils changent d'attitude. Des fois, on a des gens très très fermés qui arrivent chez nous et au bout d'un mois, ils sont hyper ouverts avec la banane. Et là, on se dit, on a réussi quelque chose. Et rien que ça, c'est un grand succès. Et pour la dernière question, oui, non, on documente pas encore une fois. Ouais, voilà, et oui. Oui. Documenter, mais dans ce cas-là, si vous ne documentez pas, c'est le rôle du référent qui est important. C'est-à-dire la personne qui fait le suivi de projet, qui, elle, a la connaissance depuis le début, qui, à mon avis, devrait être toujours doublon, c'est-à-dire qu'il y ait au moins 2 personnes parce qu'ils ont un point de vue différent sur la chose, et deuxièmement, qui permettent, je dirais, si une doit partir pour des raisons X ou Y, qu'il y a toujours quelqu'un qui un fil conducteur. En fait, c'est la première fois qu'on fait un bilan en fait, du robot. On s'est dit, si on va profiter de l'événement. Et donc, c'est la première fois qu'on s'est posé, qu'on s'est rapproché de l'enseignante pour dire, bon, finalement, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a marché. Donc, et ça on a mis ça fait 4 mois qu'on a commencé, c'est tard, c'est trop tard. Mais c'est vrai, là, on est complètement mauvais élèves. Et il faudrait avoir, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faudrait vraiment avoir un vrai animateur qui puisse animer, faciliter et conserver effectivement la documentation. Et même, au-delà de ça, être scruteur, de se dire, voilà, telle personne qui a bossé sur le projet, il est monté en compétence sur telle chose, et le valoriser
pour qu'ensuite le jeune en lui-même puisse montrer, s'il veut rentrer par exemple, je sais pas, à l'UT en première année, je suis capable de faire ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Vraiment la valorisation, non pas par un diplôme, mais par le faire. Voilà, des compétences, la valorisation de tes compétences. Parce qu'en fait, moi, par expérience, bon, je ne suis pas du tout dans les Fab Labs, hein, mais dans la gestion de projet, ce qui est le plus difficile, mais en même temps le plus riche et le plus bénéfique, c'est la gestion humaine. La gestion humaine, oui. en fait, sont les hommes. Là, ici, on s'appuie sur la technologie, mais en fait, d'après ce que vous avez dit, c'est juste un support. C'est exactement D'accord. ça. Donc c'est la gestion humaine qui va être la plus difficile à faire, la gestion des gens qui viennent, qui repartent, gérer la motivation. Donc c'est un rôle très des intervenants qui ont un profil très social en fait, pour pouvoir gérer cette énergie, pour pouvoir gérer ces relations, ces connaissances, etc., etc. Oui, il faut vraiment tisser les liens. Ouais, il faut vraiment être là pour les capter. Je suis d'accord. C'est notre faiblesse en ce moment. Enfin, c'est une de nos faiblesses. Merci pour toutes vos idées collaboratives. Bonne continuation dans le salon.